Pendant un certain temps, j'ai cru avoir une vie de rêve. Une maison de banlieue à l'extérieur de Paris. Un mari qui travaillait dur mais rentrait à l'heure. 2 petits garçons en pleine santé qui adoraient les histoires et les tartines au Nutella. Et au début, même une belle-mère qui souriait à travers des dents serrées. Je m'appelle Aline. J'ai 32 ans, je suis une maman à plein temps pour 2 garçons de moins de 6 ans et mariée à Thomas, un ingénieur en mécanique qui pense que le ruban adhésif peut tout réparer, y compris sa mère. Nous vivons à l'extérieur de Paris dans une maison à 2 étages modeste mais gaie, avec une balançoire dans le jardin et des traces de crayon sur le réfrigérateur. De l'extérieur, il semblerait que nous ayons tout. Et honnêtement, je pensais que c'était le cas, jusqu'à ce que Gisèle commence à offrir son aide. Gisèle est la mère de Thomas. Pour la plupart des gens, elle semble élégante, chaleureuse, un pilier de patience avec un collier de perles. Et pendant la première année de notre mariage, j'ai essayé de la voir ainsi aussi. Mais ce que les gens font quand personne ne les regarde dit la vérité. Et Gisèle a une façon d'utiliser la gentillesse comme une arme. Je me souviens du premier repas qu'elle m'a servi chez eux à Lyon. Thomas a eu un faux filet avec du beurre au romarin. Son père, Robert, a eu du saumon grillé. J'ai eu des légumes vapeur et un bouillon clair qui sentait légèrement l'eau de vaisselle. Tu fais attention à ta ligne, n'est-ce pas, avait dit Gisèle, souriant comme une photo dans un annuaire d'église. Je m'en souvenais. Je n'avais jamais rien dit sur mon poids, mais j'ai souri et les remercié. Ce moment a donné le ton à chaque visite par la suite. Les petites choses ont commencé à s'accumuler. Si elle préparait du chocolat chaud pour les garçons, le mien était accidentellement oublié. Si elle distribuait des chocolats à Noël, j'obtenais un emballage différent, une marque inconnue ou un avec de la poussière. Elle disait des choses comme « Ce doit être si difficile de ne pas travailler, mais au moins les enfants ont quelqu'un autour. » Toujours avec ce même sourire. Thomas ne le remarquait jamais ou ne voulait pas le remarquer. « Elle veut bien faire », disait-il à chaque fois. C'est juste sa façon de montrer son amour. L'amour. Comme la fois où elle m'a offert un livre de cuisine intitulé « Repas simple pour les nuls en cuisine ». Ou quand elle a posté une photo de ses 3 personnes préférées à la fête d'anniversaire de notre fils, Thomas, Robert et le roi de la fête, me recadrant complètement. Malgré tout, je me disais que je pouvais le supporter. Elle ne vivait pas avec nous. Thomas était de mon côté, même s'il ne le voyait pas entièrement. Et puis sont venus les chocolats. C'était l'été. Nous avions emmené les garçons à Lyon pour un long week-end. Un après-midi, pendant que Thomas faisait des courses avec son père et que les enfants faisaient la sieste à l'étage, Gisèle est apparue à la porte du patio tenant une assiette délicate en porcelaine. « Je t'ai apporté quelque chose de sucré », a-t-elle dit. « Ce sont des truffes belges, une gâterie pour une maman fatiguée. » J'ai hésité. Les chocolats étaient étrangement mat. L'un avait d'un coin légèrement écrasé, mais j'en ai pris un, les remercié et les mis dans ma bouche. Il a croqué. Les chocolats ne sont pas censés croquer. Le goût était poussiéreux, amer, avec une texture granuleuse qui s'accrochait à ma langue. Le tien est spécial, a dit Gisèle, me regardant de trop près. Je le garde juste pour toi. Quelque chose dans son ton m'a donné la nausée. Je garderai le reste pour plus tard, ai-je murmuré, enveloppant les truffes restantes dans une serviette. Gisèle n'a pas objecté. 1 heure plus tard, les crampes ont frappé. Une douleur aiguë, lancinante a éclaté dans mon estomac. J'ai à peine réussi à atteindre la salle de bain du rez-de-chaussée avant de m'effondrer sur le carrelage, tremblante et nauséeuse. Thomas m'a trouvé 30 minutes plus tard, pâle et moite. Ça va ? Quelque chose que j'ai mangé, ai-je murmuré. Il m'a aidé à monter, m'a apporté du thé, a couché les garçons. Je n'ai pas mentionné le chocolat. Pas encore. Le lendemain matin, en sortant les poubelles, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la poubelle de la cuisine, un emballage de bonbons froissés, une feuille d'aluminium blanche, une écriture à l'ancienne. La marque ne m'était pas familière. Je l'ai sortie avec la pointe d'une cuillère et l'ai aplatie sur le comptoir. Meilleur achat, décembre 2012. Nous étions en 2022. J'ai fixé la date pendant une bonne minute, la gorge sèche.
Gisèle ne m'avait pas seulement donné un chocolat périmé. Elle m'en avait donné un qui avait expiré il y a 10 ans. J'ai gardé l'emballage, je l'ai glissé dans la poche de mon jean. Je ne savais pas quoi en faire, mais le jeter me semblait mal. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai raconté à Thomas. Il a plissé les yeux devant l'emballage. Elle n'a probablement pas réalisé, a-t-il dit. Ce n'est pas comme si elle vérifiait toutes les dates. Thomas, ai-je dit lentement. Il n'était pas juste périmé. Il était ancien. Il a croqué. Elle a nettoyé le garde-manger. Peut-être qu'il s'est mélangé. Elle a dit qu'il était juste pour moi. Il avait l'air mal à l'aise. Tu es en train de dire qu'elle l'a fait exprès? Je l'ai regardé. Tu penses qu'elle ne l'a pas fait? Il a soupiré. Écoute, même si elle l'a fait, qu'est-ce que tu vas faire? L'accuser? Elle dira que c'était une erreur et ensuite nous aurons des drames pendant des mois. J'ai ravalé ma colère. Elle fait des choses comme ça depuis des années, Thomas. Ce n'était pas un accident. Il s'est frotté les yeux. Aline, je t'aime, mais tu transformes ça en quelque chose que ce n'est peut-être pas. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai appelé mon frère. Eric a 2 ans de moins que moi, vit à Marseille et travaille dans la vente de matériel informatique. Nous parlons souvent, mais je ne lui avais pas encore parlé de l'incident du chocolat. Je lui ai tout raconté cette fois. Il y a eu un long silence quand j'ai eu fini. Alors tu dois installer des caméras. Quoi? Des caméras cachées. Pas chères, faciles à utiliser. Vous retournez chez elle un jour, n'est-ce pas? Elle nous a invités sur l'île de Ré pour un long week-end dans 2 semaines. Une cabane en location. Parfait. Eric, ce n'est pas un drame policier. Peut-être pas, mais si elle fait vraiment ce que tu penses, tu as besoin de preuves. Surtout si Thomas est toujours dans le déni. Il avait raison. Et je détestais qu'il ait raison. 3 jours plus tard, une petite boîte est arrivée chez nous. À l'intérieur, 5 caméras de la taille d'un bouton, un routeur portable et un mot écrit de la main d'Eric. N'attends pas un autre chocolat. Enregistre tout. J'ai regardé le matériel dans mes mains. Puis je les ai rangés dans mon sac de voyage au cas où. Ce soir-là, Thomas est rentré. Maman dit que l'endroit sur l'île de Ré a 2 chambres d'amis et une vue sur la terrasse. Elle a même réservé un chef privé pour samedi soir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri finement. Rien. Mais dans mon esprit, je ne rangeais plus de maillots de bain. Je rangeais des preuves. L'île de Ré en avril était humide et belle, enveloppée de brume et d'air doux de pin. Le cottage que Gisèle avait loué se trouvait à l'orée des bois avec une allée de gravier sinueuse, 2 porches et une cuisine commune. Elle nous a accueillis sur le porche dans un gilet matelassé et un col roulé blanc, l'image de l'élégance humble. Son mari, Robert, se tenait derrière elle avec un hochement de tête neutre et un thermos à la main. C'est si bon de vous voir tous, a-t-elle roucoulé, tendant les bras pour serrer les garçons avant de toucher mon épaule. Aline, tu as l'air reposée. J'ai souri crispé. Merci. Toi aussi. Thomas a déposé nos sacs à l'intérieur, aidant déjà les garçons à s'installer dans leur chambre. Gisèle nous a fait visiter, même si la maison faisait à peine 110 mètres carrés. Toi et Thomas serez ici, a-t-elle indiqué une petite chambre avec des lits superposés. Les garçons peuvent partager les lits superposés. Elle et Robert prendraient la chambre principale de l'autre côté du couloir. La cuisine était partagée. Une longue table à manger en bois dominait l'espace ouvert entre les chambres. Très convivial, a dit Gisèle avec un sourire. Comme une vraie famille. La première nuit s'est déroulée sans incident. Le dîner était simple. Poulet rôti, salade, pain. Gisèle a servi l'assiette de tout le monde sauf la mienne, qu'elle m'a tendue en dernier. Un battement trop tard, un battement trop intentionnel. La mienne n'avait pas de peau de poulet, pas de pommes de terre rôties, principalement du chou frisé vapeur. Je n'ai rien dit. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit couché, j'ai ouvert mon sac de voyage en silence et j'ai sorti la petite pochette d'équipement qu'Eric avait envoyée. 5 caméras,
3 chargeurs, un routeur Wi-Fi de poche, des instructions que j'avais déjà mémorisées. J'ai attendu que la maison soit endormie. Puis j'ai bougé. Caméra 1 montée dans le coin du meuble de cuisine face au comptoir de préparation. Caméra 2, nichée au-dessus du réfrigérateur, inclinée vers l'évier et la poubelle. Caméra 3, déguisée en porte-manteau dans le couloir face à la chambre de Gisèle. Caméra 4, cachée dans un vase sur la table à manger commune. Caméra 5 à l'intérieur de notre chambre juste au cas où. Tout synchronisé avec le cloud et avec mon ordinateur portable, que je gardais enfermé dans notre placard. À 2 heures du matin, la maison était de nouveau calme. Le lendemain matin, Gisèle fredonnait déjà dans la cuisine quand je suis entrée. « Bonjour », a-t-elle gazouillé. « Je t'ai laissé dormir. » Thomas était dehors avec les garçons, les aidant à chasser les insectes dans le jardin. Gisèle m'a versé du thé avant que je n'en demande. Je pensais que nous pourrions déjeuner un peu ensemble, juste nous deux. C'est gentil de ta part, ai-je dit, faisant semblant de siroter. Elle a ouvert une boîte en papier élégante révélant un arrangement de bento coloré. J'ai acheté ça dans une épicerie fine en ville, a-t-elle dit. Ingrédients importés, très exclusifs. Tu mérites quelque chose de spécial. Elle l'a placé dans le réfrigérateur, clairement étiqueté Aline. Je savais que je ferais mieux de ne pas demander si quelqu'un d'autre en recevait un. Cet après-midi-là, pendant que les garçons faisaient la sieste et que Thomas rejoignait son père pour une promenade, je me suis glissée dans la chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai mis en lecture les images de la cuisine, rembobinant jusqu'à ce que je trouve l'horodatage. 10h46, Gisèle seule dans la cuisine, gants enfilés. Elle a ouvert une petite boîte Tupperware de son sac à main. Quelque chose de sombre et de très sautant à l'intérieur. J'ai zoomé. Un cafard vivant. Mon estomac s'est retourné en la regardant tendre la main avec une pince à épiler, soulever délicatement l'insecte et le nicher dans le lit de riz du bento comme un bijou serti dans du velours. Elle a saupoudré des graines de sésame sur le dessus, lissé la surface, puis a souri. J'ai mis la vidéo en pause, fermé l'ordinateur portable et je me suis assise par terre. J'avais pensé qu'elle essaierait quelque chose à nouveau. J'avais préparé pour des aliments étranges périmés, un piège à allergie, un cheveu dans la soupe. Pas ça. C'était intentionnel, calculé, froid. Elle voulait que je le mange. Elle voulait que je crie. Au dîner ce soir-là, Gisèle a annoncé sa prochaine surprise avec un flair théâtral. J'ai organisé quelque chose de spécial pour notre dernière nuit ici, a-t-elle dit. Des bento gastronomiques de cette même épicerie fine. J'en ai commandé un pour chacun de nous, mais, elle s'est tournée vers moi. Le tien est personnalisé. Bien sûr qu'il l'est, ai-je murmuré. Thomas a souri distraitement, coupant du poulet pour notre plus jeune. Elle dit qu'ils ont coûté près de 700 € au total, a-t-il dit. Maman fait vraiment des folies. Robert n'a pas levé les yeux. Après que les enfants se soient couchés, Thomas m'a trouvé en train de me brosser les cheveux dans la salle de bain. Ça va, a-t-il demandé. J'ai croisé son regard dans le miroir. Tu me crois maintenant? Il a eu l'air confus. À propos de quoi? J'ai ouvert l'armoire à pharmacie, j'ai sorti la clé USB sur laquelle j'avais enregistré les images et je l'ai tendue. Regarde ça. Avant le dîner demain. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il était fatigué. A dit que je m'inquiétais trop encore. Que sa mère avait fait tellement d'efforts ces derniers temps. Alors j'ai attendu. Le lendemain, juste avant le dîner, Gisèle est entrée dans le salon avec les boîtes. Une par une, elle les a posées sur la table, chacune attachée avec un fil doré et étiquetée d'une écriture cursive parfaite. Thomas, Robert, les garçons, Aline. Elle m'a tendu le mien personnellement. Je leur ai demandé de faire le tien extra délicat. Tu as toujours été un peu sensible. Je l'ai pris, sans l'ouvrir. Vas-y, a-t-elle dit. Essaie-le. Je veux voir ton visage. J'ai souri. Moi aussi. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la poubelle, j'ai ouvert le couvercle et j'ai laissé tomber la boîte dedans. Gisèle s'est figée. Thomas a sursauté dans son siège. Qu'est-ce que tu fais, a-t-il dit,
C'était 140 €, Aline. Robert a posé sa fourchette, silencieux. La voix de Gisèle s'est élevée. C'était fait spécialement pour toi. Je suis sortie de la pièce et je suis revenue avec mon ordinateur portable. Laissez-moi vous montrer ce qui a été fait spécialement pour moi. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table à manger juste à côté de la délicate tasse à thé à motifs floraux de Gisèle. Mes doigts ne tremblaient pas cette fois. Plus maintenant. Thomas a froncé les sourcils. Aline, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. J'ai cliqué sur Play. L'écran s'est allumé avec des images granuleuses de la cuisine. La caméra a capturé le profil de Gisèle alors qu'elle fermait la porte derrière elle, enfilait des gants en latex et fouillait dans son sac à main. Elle a sorti une boîte Tupperware noire, l'a ouverte et a sorti une paire de pinces à épiler en argent. À l'écran, un cafard se tordait, les pattes s'agitant et les antennes tressaillant. Des halètements ont résonné autour de la table. Mon fils aîné a couvert son visage de ses mains. Thomas a murmuré, « Oh mon Dieu !» Et puis est venue la partie qui m'a fait bouillir le sang. Gisèle souriant doucement en nichant l'insecte dans le lit de riz, saupoudrant des graines de sésame dessus, le lissant comme si elle glaçait un gâteau. J'ai figé l'image. La pièce elle-même semblait retenir son souffle. Gisèle a été la première à rompre. C'est absurde, a-t-elle dit, sa voix coupante. Ces images pourraient être n'importe quoi. Quelqu'un les a montées. Vraiment? J'ai incliné la tête. Montée sous 3 angles différents. J'ai affiché la deuxième caméra positionnée au-dessus du réfrigérateur. Celle-ci montrait son profil latéral avec des détails cristallins. La pince à épiler, l'insecte, la boîte avec mon nom dessus. Thomas a reculé de la table si soudainement que sa chaise a grincé. Maman, non. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Les lèvres de Gisèle se sont serrées. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait mentir à nouveau. Faire semblant, mais quelque chose en elle a cédé, son visage s'est tordu, se transformant en quelque chose de brut et de haineux. Elle n'a pas sa place ici, a sifflé Gisèle. Elle n'a jamais eu sa place. Robert a finalement parlé. Sa voix était calme mais tranchante comme l'acier. Gisèle, elle t'a empoisonné, Thomas. Gisèle a craché, l'ignorant. Du moment où tu l'as ramenée à la maison, elle t'a enlevé à moi, t'a fait oublier qui a tout sacrifié pour t'élever. Les mains de Thomas tremblaient. Ça ne te donne pas le droit. Gisèle a claqué sa paume sur la table. La tasse à thé a teinté. Je t'ai donné la vie et elle pense qu'elle peut entrer ici avec ses petits sourires suffisants et son diplôme universitaire, et elle a pointé un doigt vers moi, et faire comme si elle était meilleure que moi. Je voulais qu'elle parte, c'est tout. Les garçons ont gémi, s'accrochant aux côtés de Thomas. Ma poitrine me faisait mal en les voyant trembler, mais je me suis forcée à rester calme. Partir comment, Gisèle, ai-je demandé. En me nourrissant lentement de déchets? En essayant de me rendre malade jusqu'à ce que je m'en aille? Elle a ricané. Si tu avais été intelligente, tu l'aurais fait, mais tu es trop têtue. Tu as toujours dû me prouver que j'avais tort. Robert s'est levé de sa chaise. Son visage habituellement placide était orageux. Tu as essayé d'empoisonner la mère de mes petits-enfants, a-t-il dit, chaque mot mesuré. Tu as mis en danger des enfants qui auraient pu manger de cette boîte. Tu as déshonoré cette famille de façon irréparable. Gisèle a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Robert, ça suffit. Sa voix a craqué comme un marteau de juge. Il s'est tourné vers Thomas. Emmène Aline et les garçons. Retourne à Paris ce soir. Je m'occuperai d'elle. Thomas a hoché la tête sans un mot, rassemblant déjà les garçons dans ses bras. Gisèle a alors crié, un son aigu et désespéré. N'ose pas me quitter, Thomas. Je suis ta mère. Mais Thomas ne s'est pas retourné. Pas une seule fois. Nous avons fait nos bagages en silence. À minuit, nous étions sur le ferry de retour vers le continent, les garçons endormis sur la banquette arrière. Thomas conduisait avec ses phalanges blanches sur le volant. Finalement, il a murmuré, « Je suis désolé. » J'ai regardé l'eau sombre. Tu devrais l'être. Je ne voulais pas le voir.
Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle voulait juste bien faire. Elle ne veut pas bien faire, Thomas. Elle veut faire du mal. Il a dégluti difficilement. Je ne la laisserai plus jamais s'approcher de toi ou des enfants. Je le jure. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Le lendemain matin, je suis entré au commissariat local avec une clé USB à la main. L'officier de service a mis pause à mi-chemin de la séquence. Madame, cela constitue une mise en danger d'autrui. Vous portez plainte? Oui, ai-je dit simplement. En une semaine, une ordonnance restrictive a été mise en place. Gisèle ne pouvait pas nous contacter, s'approcher des garçons ou mettre les pieds sur notre propriété. Mais bien sûr, elle a quand même essayé. Appel bloqué à minuit, email provenant de comptes temporaires, lettres manuscrites sans adresse de retour. Les mots alternaient entre des excuses mielleuses et des rages venimeuses. Je ne voulais que le meilleur pour mon fils. Tu regretteras de l'avoir monté contre moi. J'ai tout archivé. Puis Robert a appelé. Il semblait fatigué mais résolu. J'ai demandé le divorce. Il a dit que Gisèle était en train de sombrer. Elle interdit les téléphones portables dans la maison. Dit que des caméras sont partout. Elle accuse les voisins d'espionnage. Elle n'a pas été rationnelle depuis des mois. Aline. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai fermé les yeux. Soulagement et chagrin se sont entremêlés en moi. Je suis désolé, Robert. Ne le sois pas, a-t-il dit. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a pu faire. Tu l'as exposé. 3 mois plus tard, j'étais à l'épicerie quand mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Aline. La voix de Gisèle était faible, rauque. Dieu merci. Tu as décroché. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien. Elle a gémi. Robert est parti. Je ne peux pas payer le loyer. Je ne peux pas acheter de nourriture. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Toujours, je n'ai rien dit. Tu es une mère, a-t-elle sangloté. Tu sais ce que c'est de tout sacrifier. Je l'ai fait seulement parce que je l'aimais. Parce que je ne pouvais pas le perdre. Ne me laisse pas mourir de faim. J'ai pris une lente inspiration. Mes mains étaient stables. Tu voulais que je parte, ai-je dit. Maintenant, c'est toi qui pars. Aline, s'il te plaît. Si tu as faim, l'ai-je coupé froidement. Peut-être est-ce ce que tu m'as servi. Et puis j'ai raccroché. Quand je suis rentré à la maison, Thomas était assis sur la balançoire du porche, les garçons jouant dans l'herbe. Il a levé les yeux quand je me suis approché. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. Mieux que bien. Parce qu'à ce moment-là, avec le soleil sur ma peau et mes enfants qui riaient, j'ai réalisé quelque chose. Nous étions enfin libres. Non pas parce que Gisèle était partie, mais parce que son pouvoir sur nous, sur moi, était parti pour toujours.